Notre club de la presse, comme tous les mercredis, Éric Tréguier et Olivier Marin aujourd'hui. Bonjour messieurs. Bonjour. Éric Tréguier pour Challenge et Olivier Marin pour Explorimo, Le Figaro et bien sûr notre fée qui, vous l'avez vu, transforme les pierres en plaisir, Marie Cœur de Roi. Oh, j'adore Guillaume, j'adore. En cette fin d'année, on voit les bilans se multiplier, bilan économique 2015, bilan cinéma 2015, bilan météo même. Nous, ce qu'on va demander ce qu'on va vous demander, c'est comment se porte le marché immobilier et quel bilan vous en tirez pour cette année 2015. Il y a autant de voyants au rouge qu'au vert. Enfin, comment vous situez ce cru 2015 pour le marché? Plutôt des voyants qui sont au vert. Tout d'abord, l'activité, en fait, les transactions repartent à la hausse. Les notaires ont livré il y a quelques jours la note de conjoncture. On devrait cette année être au-delà des 730 000 ventes sur l'année 2015, ce qui est bien, puisque par rapport aux dernières années, on était notamment à 600 000 en 2014. Il y a eu un regain d'activité, beaucoup d'acquéreurs sur le marché qui ont profité à la fois des opportunités et puis qui ont anticipé pour beaucoup le fait que les taux allaient remonter, que les prix allaient potentiellement remonter. On a ensuite des délais de vente qui se réduisent. Un grand réseau, Orpi pour pas le nommer, indiquait il y a quelques jours que la moitié de ces maisons et de ces appartements étaient vendus en moins de 60 jours. C'est un bon indicateur. Les vendeurs sont plus raisonnable. Le dernier indicateur de l'écart de prix entre le prix de mise en vente initiale d'un bien et son prix de vente final s'établit autour de 4,5%. On a des taux de crédit canon qui demeurent très attractifs. Taux fixe moyen sur 20 ans, nous sommes à 2,45. On était à 3,45 en 2011. Et puis, on a des investisseurs qui font un carton, qui plébiscitent le Pinel, plus 55%. Oh, les gourmands. Investisseurs sur un an, c'est quand même pas mal. Et puis, effectivement, Guillaume, bon, ça c'est pour les facteurs positifs, il y a du négatif. Le négatif, on a un afflux d'acquéreurs dans les grandes métropoles qui entraîne une petite tension sur les prix. On le voit notamment, c'est un symbole, on a des prix qui stabilisent et des prix qui augmentent légèrement, comme à Paris. À Paris, on a repassé la barre des 8 000 euros par mètre carré. On a d'ailleurs 4 arrondissements qui sont au-delà des 11 000 euros par mètre carré. 1er, 4e, 6e et 7e arrondissement. Dans les secteurs ruraux, les prix se sont effondrés de 10 à 40%. C'est bien, mais il n'y a pas d'acheteurs. Dans le neuf, les prix, ils restent élevés. Dans le domaine de la construction, on attend toujours la reprise. Ça n'arrive pas. Mais si ça arrive, on attend. Et puis on a les primo-accédants qui ont du mal et les banques qui prêtent toujours mais qui sont sélectives. Bilan en demi-teinte donc pour cette année 2015 sur le marché immobilier. Positif, quand même. Oui, enfin. Ouais. Quand même. c'est parce que juste il termine par le côté négatif, mais voilà. globalement c'est quand même positif. C'est mieux qu'avant, on va dire. Pour 2016, quelle perspective, Olivier? Est-ce que cette petite reprise du marché immobilier va se prolonger? On l'espère, on va être optimiste. Évidemment, le budget logement n'est pas extensible. En tout cas, cela devrait être l'année des primo-accédants. L'effet prêt au zéro dans le neuf devrait être très important, plafond de revenus relevé, des remboursements différés, puis surtout on pourra emprunter jusqu'à 40% pour un logement neuf. Ce sera aussi bon pour l'emploi, ce sera bon pour la construction de logements. À moins d'un événement économique majeur, il ne devrait pas y avoir de chute ou de remontée significative des taux d'intérêt. Et côté prix, dans les grandes villes, il n'y a pas d'effondrement à attendre, sauf pour les biens avec défaut. De toute façon, un bien surévalué ne se vendra pas. Mais c'est la question qu'on peut se poser justement pour 2016. Est-ce que, vous nous dites certes les prix vont pas s'effondrer dans les grandes villes, mais est-ce qu'ils pourraient même, au contraire, remonter, progresser davantage encore qu'ils n'ont commencé à le faire cette année? Est-ce qu'il faut craindre une hausse des prix dans les villes avec cette demande qui n'en finit pas de progresser, le PTZ qui va encore s'élargir au début 2016? Est-ce que ça pourrait entraîner une nouvelle hausse des prix? Moi, je suis persuadé que les prix vont rester plutôt modérés, plutôt bas. En tout cas, ils ne vont pas augmenter parce que il y a disons un des carburants possibles de la hausse des prix qui est en train de s'arrêter, c'est-à-dire la baisse des taux. Elle est stoppée. Il faut en être conscient. Ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui va se passer en Europe. Mais la Banque centrale européenne, elle est beaucoup plus accommodante. Ouais. Oui, mais elle va pas continuer à baisser ses taux. Elle peut plus les baisser. Ils sont à zéro. Non, mais ils peuvent rester relativement bas et assez historiquement bas. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a plus de mouvement, il y a plus d'impulsion pour baisser les taux, et donc ce relais, il est un petit peu stoppé et il a contribué à relancer les prix, notamment à Paris.
et à pousser les parce que les emprunteurs pouvaient emprunter plus, à pousser les prix à la hausse. Et ça, c'est un phénomène qui s'est stoppé et donc qui peut contribuer à assagir les prix, tout en permettant un flux important d'acheteurs de continuer à se manifester. Et puis vous avez vu ce que disait récemment Meilleurs Agents, c'était très intéressant sur le cas spécifiquement parisien, qui parlait des petites surfaces qui, elles, étaient en train de baisser. Effet négatif selon eux de l'encadrement des loyers, effectivement, avec une nouvelle arrivée sur le marché à la vente et plus à la location du coup de nouvelles surfaces. Donc on a quand même aussi des mouvements contraires qui se passent. Et à Paris, c'est pas rien, parce que le 1 et 2 pièces, c'est 45% du marché. Et justement, les prix dans les grandes villes, ils ne baisseront réellement, durablement, que si on arrive à construire plus de logements au cœur des zones tendues. Est-ce qu'on en prend le chemin? Est-ce qu'il y a des signaux positifs, favorables sur ce terrain-là, Éric? Alors, d'abord, il y a un signal positif au point de vue politique, c'est que Anne Hidalgo, la maire de Paris, vient de claironner partout qu'elle avait réussi son pari. Elle s'était engagée à créer 10 000 logements sur Paris. Et 10 000 logements par an. Par an. Elle a réussi cette année à faire un peu plus de 10 000. On a fait 10 600. Elle a financé 10 600 logements. Alors, il y en a à peu près 7 500 dans des logements sociaux et il y a à peu près 3 500 logements normaux, c'est-à-dire qui ne sont pas associés à une ressource. Et pour une fois, on arrive à atteindre l'objectif de création, de construction de logements neufs. Alors, vous avez dit quelque chose de très important, c'est construction. Parce que financer 10 000 et 10 600 logements, ça ne veut pas dire construire 10 600 logements. Et alors là, on rentre un petit peu dans la subtilité et les petits calculs politiques, puisque la maire de Paris, elle s'était engagée à faire 10 000 logements, elle ne s'était pas engagée à construire 10 000 logements. Et on arrive à faire un petit micmac comme ça, simplement en construisant un petit peu, et puis en transformant des bureaux en logements, ou alors, ce qu'elle fait aussi beaucoup, c'est en proposant à des propriétaires de leur acheter l'usufruit de leur appartement qu'elle loue à des gens qui rentrent dans le cadre du logement social, et elle arrive comme ça à obtenir son chiffre, qui est un chiffre un petit peu fabriqué, il faut l'avouer. Mais non, on transforme des bureaux en logements, ce sont de nouveaux logements. Oui. Objectif atteint. Mais utiliser très bon politique, des logements qui existent, qui sont déjà loués, pour les retirer du marché et les transformer en logements sociaux, ça ne fait pas vraiment d'offres supplémentaires. Il y a une grosse part de réhabilitation, il faut le savoir, dans le chiffre, effectivement, Eric, des 10 000. Exactement. Elle a fait quelques initiatives importantes qui sont, par exemple, aussi d'aider des bailleurs privés à remettre sur le marché des logements qui étaient... Il n'y a pas que Paris dans la vie, les amis. Il y a aussi les autres grandes métropoles. Là-bas aussi, on arrive à, malgré tout, créer plus de logements ou pas? Est-ce que vous avez des exemples comme ça de villes, peut-être modèles? C'est très difficile aujourd'hui de construire dans des villes, mais il y a des villes qui construisent traditionnellement beaucoup. Bordeaux, Lyon. Bordeaux, aujourd'hui, est une ville qui construit beaucoup. Nantes a été une ville qui a construit pendant des années beaucoup plus que la moyenne nationale. C'est un petit peu moins vrai aujourd'hui. Il y a Toulouse qui reste aussi un gros moteur. Montpellier, oui. Olivier, justement, là, on sort d'une période électorale avant d'entrer dans une nouvelle période électorale ensuite en 2016. On va scruter justement les politiques régionales en matière de logement. Les régions et les tout nouveaux élus de dimanche dernier peuvent véritablement avoir un pouvoir en matière de logement et d'immobilier? Oui, en tout cas, bien sûr, ils peuvent peser. Bon, on sait à la fois, bien sûr, les transports, les lycées, pardon, mais également le logement et notamment l'Île-de-France. On avait interrogé Ludovic Clérima, notre journaliste, là, Explorez-moi, avait interrogé notamment Claude Barthelone et Valérie Pécresse sur ce qu'ils pouvaient faire en matière de logement. Alors, en fait, il y a des choses assez intéressantes puisqu'on le sait, Valérie Pécresse va prendre la tête de la région Île-de-France après 17 années à gauche. Alors, elle veut faire beaucoup de choses. Est-ce qu'elle y arrivera? On ne sait pas. En tout cas, les engagements sont pris. Pour l'accession à la propriété, elle veut lancer un prêt à taux zéro parcours résidentiel pour les franciliens qui souhaitent acquérir leur premier logement. Alors, c'est un prêt sans intérêt dont le montant pourra aller jusqu'à 40 000 euros, quand même, remboursable sur une période de 12 à 25 ans. Et ce prêt à taux zéro régional sera cumulable avec celui de l'État. C'est Noël, Olivier. Donc c'est Noël. Alors, on pourra cumuler les PTZ. Oui, on pourra les cumuler. Ce sera un prêt à taux zéro accessible pour l'achat d'un logement neuf, mais aussi pour l'achat d'un logement ancien.
prêt qui pourra également être utilisé par les personnes qui occupent un logement social pour acquérir leur logement. Pour les étudiants, elle a pour objectif de construire 25 000 nouveaux logements étudiants sur la mandature. Autre engagement, construire 100 écoquartiers écologiques partout en Île-de-France. Pour relancer la construction, elle veut mener une politique de mobilisation foncière. Bon, rien de nouveau en lien avec les maires là-dessus. Elle veut quand même recenser les terrains disponibles autour des lycées. Il y en aurait, selon elle, 10 millions de mètres carrés de foncier non bâtis des lycées. Et puis en matière de logement intermédiaire, elle indique que tous les programmes de logement neuf auront la présence de gardiens d'immeubles logés sur place. C'est un engagement. Et puis, une dernière chose, elle est complètement opposée à l'encadrement des loyers. Oui. Claude Barthelone était favorable. Vous voulez même l'étendre à toute la région. Ouais. L'étendre à la... Bon, voilà. En tout cas, ce sont des promesses, des engagements à suivre. Bon, on entend souvent, oui, c'est vrai que les régions ont peu de compétences, que la seule compétence qu'elles ont conservée, ce sont les transports. Et ben, on voit qu'en matière d'immobilier aussi, elles peuvent agir. Enfin, Oui, là, on va voir. On va les juger, voilà. Verrons. Ils peuvent On va les dire aussi, juger. elles Il y a peuvent beaucoup de dire, choses voilà. à faire, en tout cas, c'est sûr. Il y a du boulot. Alors, messieurs, dames, on arrive au moment de vérité, le moment crucial, fatidique de ce club de la presse IMO. Vos conseils pour nos auditeurs, vos conseils pratiques pour investir dans l'immobilier. Olivier. Ah, c'est pas Eric. Non, ce sera après. Eric. Bon, On garde le meilleur pour la fin, Olivier. Absolument, profiter des taux de crédit qui sont à la baisse encore en décembre. On a eu beaucoup de banques qui ont baissé très légèrement leur barème. Taux fixe moyen sur 15 ans, on est à 2,20. Taux fixe moyen sur 20 ans, 2,45. Et taux fixe moyen sur 25 ans, 2,76%. C'est quand même très très intéressant. Si vous êtes propriétaire d'un logement, d'une maison ou d'un appartement vacant, vous devez vous acquitter d'une taxe. Ah bon ? Ben oui, Guillaume, vous le savez bien, vous avez jusqu'au 20 décembre pour payer en ligne sur le site internet des impôts. Alors ça concerne les logements situés dans les grandes villes de plus de 50 000 habitants. Pour être considéré comme vacant, le logement doit être évidemment inhabité et vide de meubles. Et pour ceux qui souhaitent acheter là dans les prochains mois, est-ce qu'il y a encore de bonnes affaires à réaliser avant la fin de l'année? Est-ce qu'il y a encore par exemple des ventes aux enchères? Oui, il y en a notamment une demain. Je sais que Cédric sera présent. Parmi les prochaines, le TGI de Paris qui en propose avec notamment un appartement de 60 mètres carrés rue de Tolbiac dans le 13e arrondissement, mise à prix 80 000 €. Et puis un 42 mètres carrés avenue Foch avec cave et parking, mise à prix 150 000 €. 42 mètres carrés avenue Foch, 150 000 €. Non, c'est une mise à prix. C'est une mise à prix. C'est du côté du côté. Ça ne se termine jamais comme ça. Ouais. Bah, moi, l'autre m'intéressait plus, mais. Mais dans les ventes aux enchères, on peut parfois acheter en dessous des prix de marché. Absolument. Ça arrive, hein. 42 mètres carrés, 150 000 €, ça fait quoi? Ça fait 3 500 € le mètre carré. C'est le Avec prix cave moyen de et Lyon Bordeaux. parking. Et en plus, il y a un parking. Voilà. Bon, Eric, vous voulez alerter nos téléspectateurs sur la fiscalisation des revenus numériques appliqués au logement. On comprend rien. Expliquez-nous. Bah, écoutez, Qu'est-ce que ça va changer? ce qui s'est passé, quelle est l'existence? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de Parisiens notamment, ou d'habitants des grandes villes, qui se disent je vais louer de manière occasionnelle à des touristes qui passent une pièce, une chambre, ou alors un logement que je n'occupe pas. Et, On peut louer juste sa salle de bain ou ses toilettes, c'est possible Non. ou pas? c'est non. pas prévu. C'est pas prévu. Donc tous ces gens sont en train d'aller sur des sites participatifs, des sites collaboratifs. Airbnb & Co, ouais. Airbnb & Co et tout ça. Et donc il y a tout un petit business qui est en train de se développer, qui triple chaque année sur Paris. Et ça va très vite. Et donc les gens reçoivent forcément des loyers qu'ils oublient de déclarer parce qu'ils savent pas Tête de l'inox, évidemment. qu'on doit les déclarer, ou alors simplement ils se sont aperçus qu'il y avait un petit vide. Le vide est comblé aujourd'hui puisque vendredi les députés ont apporté un amendement à la loi de finances 2016 qui prévoit que les sites vont transmettre l'ensemble des revenus à chacun des propriétaires. Donc, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Et donc, mon conseil, c'est de dire, mettez-vous tout de suite en conformité, faites très attention à ce que vous allez déclarer, recevoir, etc. Parce que, en fait, la déclaration est obligatoire pour les sites à partir de janvier 2017, mais elle portera sur 2016, c'est-à-dire à partir de ce qui va se faire en janvier. Donc, faites attention, en sachant que tous ces revenus vont être imposés dès le premier euro à un taux qui peut être le taux marginal, c'est-à-dire qui peut aller jusqu'à 45% aujourd'hui, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux. Donc à partir du 1er janvier, nul ne sera censé ignorer ses revenus locatifs. On ne peut pas dire qu'on ne saura pas. Exactement. Alors l'immobilier, c'est pas que des sanctions, hein. C'est
du rêve. Olivier, bientôt les fêtes, vous nous emmenez à la montagne visiter un bien de prestige, le chalet où Marie a prévu de passer son réveillon. Oui, alors c'est un bien de prestige, effectivement, pas n'importe lequel. C'est un chalet, nous sommes à Megève, c'est tout simplement l'un des plus beaux chalets des Alpes. Je crois qu'on va voir des images, 1500 mètres carrés de surface, propriété qui est implantée sur un terrain d'1 hectare, face à la montagne, 4 niveaux, 5 suites, salle de cinéma, salle de sport, piscine intérieure à débordement en marbre, un spa avec hammam, chalet actuellement sur le marché de l'hyperluxe proposé par Immobest International et sa valeur c'est un peu plus de 20 millions d'euros, donc avis aux amateurs. Ça fait cher la remontée mécanique. Hein. Pas que ça. Chalet magnifique, donc dans les Alpes, 1500 mètres carrés à Megève. Eric, vous ne nous invitez pas à vivre dans ce beau chalet, vous nous proposez de vivre dans des boîtes. Ouais. Excusez-nous, ça nous fait moins rêver. Mais ça fait moins rêver. Ça dépend parce que ça fait moins rêver. Mais je vais vous montrer des images quand même qui sont pas mal. Aujourd'hui, c'est une tendance mondiale. C'est vrai que a priori, habiter dans une boîte, dans un conteneur, c'est plutôt pour la vie d'après, ça. Ça fait pas envie, mais les architectes se sont lâchés. C'est plutôt pour les nains comme Marie. Il faut dire que des conteneurs aujourd'hui, il y en a des millions. Il y en a 600 millions en circulation dans le monde. Ça a été inventé dans les années 50. Ça s'est diffusé partout. Il y en a dans tous les ports. Il y en a sur toutes les routes. Et un conteneur, ça a une durée de vie de 25 ans. Après, qu'est-ce qu'on fait? On le recycle, on le détruit. Et justement, c'est la deuxième vie de ces conteneurs qui peuvent aujourd'hui être assemblés un peu comme un jeu de construction. Et on le voit là ici, ils sont en train de se poser les uns sur les autres, se poser l'un contre l'autre à côté, en faisant des tours, oui, si on veut. Mais aujourd'hui, grâce à ça, on arrive à faire des constructions modulables, très grandes, puisque, comme je vous disais, on peut les accoler, on peut les multiplier, et tout ça pour pas grand-chose, puisque le prix au mètre carré, quand on s'occupe de le faire soi-même, c'est aux alentours de 400 €, et quand on utilise un architecte, on est aux alentours de 1200 à 1300 €. Donc c'est très très raisonnable. Et c'est très beau en plus. Hein. On arrive à des choses. Regardez, Alors après, moi je suis pas sûr qu'ils aient payé 1000 € le mètre carré. Là, on est plutôt à 1500 €. Ouais, même plus, hein, si on voit l'aménagement, le design, etc. Voilà. Les meubles, bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais quand on est dans des structures comme celle-là, on a un coût initial qui est vraiment très faible. J'imagine que quand on vit dans un container avec des voisins à côté, on entend tout de ce que se racontent les voisins. Non. Les cloisons sont pas isolées. Il y a l'isolation. Alors là, c'est impeccable. Et alors, il y a des villes comme Le Havre qui, par exemple, ont mis en place tout un village dans lequel se retrouve... Un village en boîte. Un village en boîte, exactement. Ça s'appelle l'Adox, parce que c'est fait sur le port du Havre et c'est réservé aux étudiants du Crous qui sont très heureux et qui se retrouvent dans 25 mètres carrés dans de bonnes conditions. Des boîtes ou un petit chalet, parce que Marie, elle vous présente son bien immobilier, sa petite maison de campagne. C'est une petite maison à deux doigts. Pas cher. Paris, ça s'appelle le château Louis XIV. Ça vient d'être vendu, nous dit la presse anglo-saxonne, à 275 millions d'euros. C'est tout simplement un record mondial. Là encore, j'espère qu'on va voir les images. Un château qui a l'air comme ça quand vous le regardez, marqué par l'histoire, mais en fait, pas du tout. C'est du neuf. Hein. Il est récent, il a été construit en 3 ans, il y a 3 ans, par la société Cogemat qui vient donc de le vendre. Alors vous le trouverez à peine 15 minutes de Paris en voiture, entre Versailles et Marly-le-Roi. 5000 mètres carrés habitables, 23 hectares de terrain. Vous y trouverez tout le confort d'aujourd'hui, mais dans le style 17e siècle, moulure dorée à la feuille, table sculptée dans la pierre, escalier en marbre, soierie, fresque peinte à la main, le tout évidemment mis au goût du jour avec en plus de la très très belle fontaine extérieure, de la piscine, de la gigantesque cave à vin, une superbe salle de cinéma pour regarder Star Wars, formidable. C'est le château que vient d'acheter ma mère, j'ai l'impression. Mais je crois que c'est ça. Bon voilà, c'est le nouveau record du monde, la nouvelle plus grosse vente du monde. Le dernier record est remonté à 2011 et c'était sur une grande demeure londonienne vendue à l'époque par Christie's, 220 millions de dollars. C'est moins kitsch que ce qu'on pourrait craindre. Hein. Non, parce que ça a été fait avec goût. Vraiment, ça a été fait. C'est moins kitsch que ce qu'on pourrait redouter. C'est entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye, et donc le bien immobilier le plus cher jamais vendu au monde. Exactement, en France, exactement, chez nous, près de Paris. On est fiers. Marie Cœur de Roy, Olivier Marin et Éric Tréguier étaient au cœur de ce club de l'IMO.